On manque jamais d'argent, on manque de bons projets. Pourquoi on ne pourrait pas à chaque fois proposer à des jeunes gens qui, à leur 25e anniversaire, on leur apporterait 120 000 euros. Je dormais dans les douches de l'ASG parce que je voulais que mes boss soient impressionnés par ma puissance de travail. En fait, il m'arrivait de dormir que 2 heures. Le pognon, ça corrompt. Quand tu vas chez le banquier maintenant, ce qui est horrible, c'est qu'il va privilégier, non pas le petit jeune qui en veut et qui a des idées, le banquier va privilégier celui qui vient pour s'endetter sur 30 ans sur de l'immobilier. Il y a un peu un apprentissage du risque qui existe petit à petit et qui n'existe pas avec justement tous ces novices qui vont dans le trading et qui trouvent ça fabuleux et hyper facile. Faites attention, c'est tout. Chaque dimanche matin sur ma chaîne YouTube Grand Angle, une interview d'une personne avec un parcours extraordinaire qui nous inspire. Vous pouvez aussi écouter le podcast sur grandangleeco.com/podcast. Allez, c'est parti! Anis Najnev, bonjour, je suis content de te recevoir ici dans Grand Angle Entrepreneur parce qu'on a fait des vidéos justement éco et crypto, mais on oublie ou on ne sait pas ou on va bientôt découvrir que tu es aussi entrepreneur parce que après avoir fait le monde de la finance, le monde des idées, puisque ça fait plusieurs années que tu brasses des idées, que tu réfléchis, que tu écris, que tu tweets, tu as lancé aussi une entreprise pour transformer le monde, c'est-à-dire tu es quelqu'un qui fait et pas seulement quelqu'un qui pense. Donc, tu as des initiatives et des boîtes que tu as lancées pour transformer le monde. Parle-nous-en. Alors, transformer le monde, c'est le but final. Mais peut-être ça va prendre 15-20 ans et peut-être ce sera une de mes filles ou mon petit garçon à venir qui va s'en occuper. Mais je vais avec le temps en fait, je vais tout doucement. Ce qui s'est passé, c'est que si on revient un peu à mon background éducationnel, donc je sais pas comment dire, Ton CV? Ouais, mon CV, ton en vécu. gros, voilà, je viens de prépa, j'ai fait une école d'ingé, je suis allé dans la finance où tout est chiffres. Et j'ai adoré ça parce que je pense que j'ai un petit côté autiste qui adore les chiffres et ça m'est arrivé de rester des fois 2 heures devant les futurs Eurostoxx et juste regarder les chiffres monter, baisser. Et donc je savais que j'avais un problème avec les chiffres et j'aime les chiffres, j'aime les oscillations. Et c'est pour ça que des fois j'achetais de la volatilité sans que personne ne sache pourquoi, parce que comme un animal, c'est beau. Non, je sentais que ça allait péter. Et après on me demandait d'expliquer, j'étais incapable. Mais bon, ça se passait. Et donc, j'aimais les chiffres. Et quand je suis sorti, en fait, je me suis dit, mais il faut vraiment que je sorte de cette dictature des chiffres. Parce que quand tu regardes bien, en fait, l'économie, sur quoi elle est fondée? Elle est fondée sur un ratio qui est en fait 2 dimensions. C'est le profit rapporté au risque. Donc, les gens comprennent le profit. C'est pour ça qu'on en veut toujours aux profiteurs, à ceux qui font du profit, aux rentiers, etc. Et on ne comprend jamais le risque. Et ce qu'il faudrait regarder, c'est le profit rapporté au risque. Aujourd'hui, il y a des gens qui font énormément de profit, alors que le risque est supporté par les autres. Et là, ça craint. Et là, ça craint. Et donc, moi, je me suis dit, mais la vie, c'est pas juste ces 2 chiffres, quoi. C'est pas possible. Donc, je vais essayer de faire autre chose. Et quand, en 2016, donc, j'ai arrêté mon boulot, j'ai commencé à réfléchir, comme on l'a dit dans une autre vidéo sur la monnaie. Et quand j'ai réfléchi dessus, en fait, j'ai écrit. Et je pensais que j'allais écrire 2-3 jours, et j'ai écrit pendant 3-4 mois. Ça a pris à peu près 160 pages Word, et je ne me suis jamais arrêté, et je suis resté quasiment jour et nuit à lire et à relire. Quand on me dit quel livre tu proposes ou quoi que ce soit, moi j'étais sur Kern, tous ces trucs-là, regarder des heures et des heures de vidéos, et ce que j'ai fait, c'est juste prendre un peu ici et là, etc., et de faire un mix de tout ça, une analyse et en tirer le jus, en fait. Et je pourrais jamais dire à quelqu'un, oui, c'est un livre en particulier. Donc Cairn, c'est un site qui regroupe des articles, c'est C-A-I-R-N et Point Info, je crois. Voilà. Et ça regroupe beaucoup. C'est un centre de publication. Voilà, il suffit d'écrire sur Google ce qu'on cherche. Ouais. Et aller vers souvent on tombe vers du Cairn. Exactement. Et donc j'ai fait ce boulot-là et je suis arrivé à cette conclusion que la dictature du chiffre, en fait, c'est la dictature du rendement et du risque. Et je me suis dit, non, il faut que j'en sorte. Et il faut que je fasse autre chose. Parce que oui, je peux faire du hedge fund. C'est ce que je pensais faire, en fait, quand j'ai arrêté au départ. Je me suis dit, peut-être que je vais aller vers là. J'aurais pu aller sur le monde des cryptos et travailler sur du trading. À l'époque, c'était les débuts des cryptos. Non, je me suis dit, je vais essayer de comprendre. Et cette base-là, en fait, elle m'a servi à 2 choses.
à mener une action que je dirais quasiment publique, politique, qui est un peu, ça, par moments, elle me fait perdre espoir, parce que je me suis dit, est-ce que moi tout seul, j'arriverai à toucher quelques personnes? Et j'ai commencé en 2016 et jusqu'en 2019, j'avais très peu de followers sur Twitter. Mais je me suis dit, je vais continuer, c'est pas grave. Même si ce qui me rassurait, c'est de me dire, faut pas que je sois aussi dans cette dictature du chiffre et de vouloir avoir beaucoup de followers et beaucoup de vues. Ce qui compte, c'est de faire du qualitatif et surtout pas du fake et de rester droit dans ses bottes, même si au départ, je n'attire pas du monde. Et d'ailleurs, tu sais que Twitter, YouTube, Facebook, tout ça, c'est étudié pour te rendre dingue. Hein. Moi, je sais que quand il y a une vidéo qui surperforme dans les stats, alors déjà, t'as le canal médian, donc t'es au-dessus, t'es content, et quand ça surperforme, je sais plus, 40-50%, t'as des petits confettis qui arrivent. Parce que c'est des doses de dopamine. Enfin, tout ça est fait pour tu vois, moi, pour t'exciter en tant qu'animal, quoi. Tu vois, combien de vues, pouces bleus. Alors moi, c'est ce que j'ai commencé à voir, c'est au départ, limite les tweets les plus cons, c'est ceux qui font plus de vues et le plus de retweets. Mais en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt le contenu. Dès que je vois qu'il y a un contenu qui est un peu chiant, parce que c'est de la finance et les Français, ils détestent la finance à l'origine. Je me dis, dès que c'est un peu chiant et que c'est vachement vu, même si c'est pas le plus vu, là, je suis très content. Et donc, voilà, donc ça, c'est... et en gros, c'est la même base. Moi, je vois ma maman, quand elle fait un couscous ou ce qu'on appelle la ratatouille tunisienne, elle utilise toujours la même base. Toujours, je regarde, hop, elle met des oignons, du tout. Et je me suis dit, moi, ce livre est ma base. Et donc, il m'a fait bifurquer vers cette action politique ou publique, j'en sais rien, et vers une action entrepreneuriale. Et quand je suis allé vers l'entrepreneurial, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais créer une crypto déjà ou faire autre chose? Parce que j'avais un but en tête, c'est que quand j'ai réfléchi à fond sur l'économie, je me suis dit, il y a une rupture de la confiance, une rupture du dépôt. Je vais expliquer ces deux mots. La rupture de confiance, c'est que les gens n'ont plus de parole. Ils ne font plus confiance. Et ils disent des choses, ils peuvent... Déjà, ceux qui nous gouvernent, c'est ceux qui montent le plus. Et je me suis dit, ça, c'est pas possible. Donc, si les banquiers sont forts, si tout est centralisé, c'est parce que nous, on se fait plus confiance entre nous. Et je me suis dit, au sein d'une famille, c'est possible que quelqu'un ait 30 000 € sur un compte et que l'autre aille faire emprunter 1 000 € à 8%, alors que son propre frère là, en fait, l'autre centralise notre confiance. Il va filer de l'argent à Drahi pour aller, pour pas le demander à son père, quoi. Et donc, je me suis dit, même si on sait que c'est le crédit qui crée la monnaie, hein, mais en gros, on aurait pu se faire confiance les uns les autres et se prêter entre nous l'argent, tu vois. Et je me suis dit, donc, il y a une rupture de la confiance, il y a aussi une rupture des dépôts. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que de la parole, donc, et là, rupture des dépôts, ce que ça veut dire, c'est que quand je confie quelque chose à quelqu'un, et pour moi, c'est le crime originel du monde capitaliste, on en a parlé ensemble, c'est justement quand je confie mon or à l'orfèvre, aux banquiers, etc., il y a une rupture de la confiance. Et justement, les gens ne peuvent plus déposer quelque chose quelque part. Je lui donne 1 kilo d'or et il m'en vend 5 derrière. Voilà. Donc je me suis dit, donc j'ai envie de dire que la rupture du dépôt, c'est plutôt les cryptos, c'est plutôt Bitcoin et compagnie qui essayent de le résoudre. Et moi je me suis dit, je vais aller vers un chemin un peu plus long. C'est pas grave, parce que je suis plus dans la dimension temporelle. L'argent, c'est plus un problème. Voilà. En gros. Non, mais voilà. En gros, mais aussi parce que je dépense pas beaucoup, tu vois. Donc je me suis dit, je vais aller. T'as le droit, hein. Ouais. C'est pas un. Oh non, moi je me fais plaisir. Moi je me fais plaisir, mais par contre, c'est vrai que je suis pas non plus tout propre, hein. Mais ce qui coûte cher, c'est les maîtresses, c'est l'alcool, c'est la drogue, c'est voilà, moi ça m'intéresse pas, tu vois. Et donc je suis allé vers l'entrepreneurial et quand je me suis dit, là où je peux aller, c'est sur la parole et la confiance. Et donc je me suis dit, je vais faire une application au départ qui va essayer justement de mesurer la parole. Ça m'a fait très peur, hein. Ça m'a fait poser des questions incroyables. Comment on mesure la parole? La confiance, quoi. Voilà, la confiance. Et je me suis dit, ça c'est très... On peut aller vers quelque chose de très très dangereux et de très très autoritaire. Et c'est marrant, parce que j'ai commencé avec une idée et j'ai bifurqué. Et à la fin, je me suis rendu compte que j'ai créé quasiment un truc très bête, un ERP en gros, pour dummies. Alors un ERP, c'est Entreprise Resource Planning, donc c'est un logiciel qui vous fait la compta, la paye, le café, le thé, tout. Voilà. Ça gère tout, ça centralise tout. Donc en gros, moi je me suis dit, soit je vais aider des gens qui sont déjà très très forts, ou soit je vais aider des gens qui ont besoin d'aide. Et donc je suis allé vers la deuxième solution, et en gros,
ça permet à des petits entrepreneurs de pouvoir justement proposer des devis, des factures très très rapidement. Et pour moi, quand on crée un devis, une facture, quand on voit ce qu'on a à faire, pour moi, là, j'emmagasine justement les engagements entre entités. Et je me suis dit, en leur apportant ce back-office-là, c'est-à-dire cet outil de gestion qui va de la vente jusqu'à la facturation, je me suis dit, petit à petit, j'espère les mettre en réseau pour qu'à la fin, ils se fassent confiance les uns les autres. Après, je ne peux pas dire là où je veux aller, mais pour faire simple, ce que j'ai envie de faire, c'est de créer des poules de confiance et à la fin, en gros, les gens se compensent entre eux. Un peu une sorte de banque centrale de gens qui travaillent vraiment. Et l'autre truc que j'essaie de faire, c'est de décentraliser l'économie, parce que c'est le maître mot. On ne peut se faire confiance les uns les autres que si la confiance est diffusée de façon horizontale et non pas verticale. Aujourd'hui, c'est vertical. Uber est vertical, Airbnb est vertical, les banques sont verticales, tout est vertical. Et ce que je veux faire en sorte, moi, c'est que justement, la confiance soit verticale. Je viens avec mon business... Horizontal, pardon. Je viens... Tu suis, c'est bien. Je viens avec mon business, mes clients, et quand j'ai trop de business, il faut que je puisse le redonner aux autres. Et non pas, comme aujourd'hui, quelqu'un qui travaille pour Uber, qui est à son maître. Donc c'est une sorte de marketplace, sauf que c'est Uber sans Uber. C'est là où je veux arriver à la marketplace. Pour l'instant, c'est vraiment... ça va pas pratico-pratique avec des... Ça, c'est ma deuxième partie. Là, je suis vraiment dans la partie back-office, front-office. C'est-à-dire, c'est juste un outil de gestion. Je veux attirer les gens par un outil de gestion, vraiment servir des petites sociétés. C'est-à-dire qu'ils soient en 3 clics. J'ai testé, ça fait 2 ans que je teste. Là, dans une version bêta. Maintenant, on est sur la vraie version. J'ai testé sur 5 personnes. Mais pendant 2 ans, les gens... étaient si contents de juste cliquer sur 3 boutons et d'avoir des devis qui font comme si c'était des multinationales, des facturations, etc. Et en gros, quand j'aurais dit, ça, c'est vraiment de la daube, on va passer à la nouvelle version sur laquelle je travaille depuis 2 ans. Mais ils m'ont dit, mais à quoi ça va servir? Moi, c'est bon, j'ai fait, j'ai fini, c'est bon, je suis arrivé. Exactement. Et ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est les ramener en réseau. C'est ça qui peut-être qu'ils ne comprennent pas. Et pour les ramener en réseau, il faut que je leur offre justement cette marketplace. Et ça... comment tu t'y prends en fait pour arriver à... Parce que Uber sans Uber, c'est quand même un peu compliqué, sinon on l'aurait déjà fait. Ça rejoint un peu les DAO, tu sais, les organisations décentralisées où le mec il conçoit le truc, après il jette la clé, et puis c'est plus accessible. Et au final, tout le monde peut utiliser et avoir le service. Oui, moi pour l'instant c'est complètement centralisé, c'est moi qui ai les mains dessus. Et en fait, ce que j'ai jamais fait par exemple, pour avoir le contrôle, c'est d'aller chercher des capitaux. Alors c'est débile hein, de nos jours. Voilà, ce que j'ai fait en 2 ans, quelqu'un va me dire, si tu avais emprunté ou si tu as été chercher justement un investisseur, un business angel ou du capital, tu aurais pu aller plus vite. En fait, je pense que c'est tout le contraire. Je pense que j'aurais fait faillite. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser le temps au temps. C'est-à-dire que moi, j'avais une idée très précise, je pensais que ça allait être très facile, mais on a eu à faire face à tellement de problèmes et je n'ai jamais pris de raccourci. C'est-à-dire que je me dis, si ça va retarder le projet d'1 mois, on va retarder le projet d'1 mois et on va aller recommencer et essayer de résoudre ce problème auquel on a fait face. Vous êtes combien à travailler dessus aujourd'hui? On est alors 4, 5 et 2. Donc on est 7 plus moi 8. 8, d'accord. Voilà. Mais on n'a pas été... Au début, j'ai commencé à 8 et ça brûle tellement de cash. Je suis retombé à 3, 4 et là, je suis repassé à 8 parce qu'on est en train de passer en production. Parce que c'est toi qui finances en attendant. Oui. Mon temps, mon argent. Et c'est là que je me dis, c'est dommage. C'est-à-dire que moi, je suis en capacité justement de prendre le temps. Et je me dis, pourquoi, par exemple, tu sais, on a parlé de création monétaire tout à l'heure, et pourquoi on ne pourrait pas avoir une monnaie quasiment dure avec un dividende social, c'est-à-dire une création monétaire annuelle qu'on distribuerait. Et j'aime bien une petite idée qu'a lancée Piketty. Bon, lui, c'est par la dette. Moi, c'est par la création de monnaie libre de dette. Pourquoi on ne pourrait pas, à chaque fois, proposer à des jeunes gens qui, à leur 25e anniversaire, on leur apporterait 120 000 euros. Et ces 120 000 euros, en fait, font à peu près les 3% de création monétaire annuelle. Et voilà, ça permet justement de fondamentalement, donner... si tu donnes à manger avant que le gars parte chasser, ça va pas en faire un bon chasseur, quoi. Alors, il en fait ce qu'il veut. Moi, après, nous, on n'est pas là pour connaître les intentions des gens, mais je me dis, au moins, on lui a donné sa chance. Ouais, mais regarde le modèle avec toi.
tu as gagné de l'argent, et ensuite, donc tu as travaillé pour ça, et tu as pris des risques, tu as fait, bon voilà, et ensuite, cet argent, tu décides de le réinvestir, et tu le mets dans des bonhommes que tu payes à travailler, etc. Donc, tu es légitime à dépenser cet argent parce que tu l'as gagné. Et par contre, tu prends un gamin de 20 ans, tu lui files 100 000 balles. En quoi c'est... Mais combien il y a de jeunes gens qui ont 25 ans, qui sont très intelligents, même beaucoup plus intelligents que moi, et à qui on ne donne pas cette chance justement en fait, moi je dis toujours, de se développer et d'avoir leur propre business. On manque jamais d'argent, on manque de bons projets. C'est-à-dire que quand tu as des bons projets, tu as de l'argent. Mais j'ai jamais manqué d'argent. Moi, je pense, un autre truc que j'ai entendu quand j'étais très petit, j'ai adoré l'idée, parce que je l'ai confronté dans la vraie vie, c'était un business angel qui était venu dans notre école d'ingénieur, donc, et qui avait dit une phrase qui m'avait marqué. Il a dit nous, ce qui nous intéresse quand on regarde le projet, c'est jamais les idées, mais les personnes. Ouais. Parce qu'en gros, des personnes peuvent partir d'une idée et bifurquer complètement. Oui, mais si ton idée et ton projet, et c'est toi, hein, au début, tu incarnes ton projet, tu es tout seul de toute façon. Donc, si c'est cohérent, les gens te donnent l'argent. Je veux dire, lever de l'argent quand le gars il t'explique je veux faire ça et là, tac, 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 je dis ouais, vas-y, prends-le quoi. Mais alors, tu vois ce que je veux dire? Le problème avec ça, c'est la perte de liberté. Je suis complètement libre. Je pense que si j'avais eu quelqu'un derrière, dans le dos, un investisseur, j'aurais eu à rendre des comptes. Où t'en es? Tu m'as dit que tu vas les sortir. Heureusement qu'il fallait 18 comptes, non? Ouais, mais là, le truc, c'est que je prends pas de raccourci. J'ai pas de pression. Là, j'ai parlé avec quelqu'un. Ah ouais, c'est marrant, ça, parce que pour moi, la pression, c'est le moteur de la vie, quoi. Tu vois oui, mais s'il n'y a pas de pression dans un moteur, il se passe rien. Avec le capitalisme, justement, le temps, il est compressé. C'est-à-dire que le gars, il t'a donné de l'argent, il faut qu'il soit rémunéré sur cet argent. Il y a des business angels qui donnent de l'argent à des petites sociétés, plein de petites sociétés, ils leur demandent de brûler le cash tout de suite pour voir quelles sont celles qui vont émerger, de quelles sont celles qui vont justement... Parce que le business angel, il te dit, moi je suis pas là pour te financer ton salaire pendant 4 ans. Brûle-le, prouve-moi que ton idée a du potentiel. Et justement, moi j'ai pas envie que quelqu'un me presse. Tu sais, il y a un truc qui est incroyable, c'est des fois je me dis, est-ce que si j'avais emprunté à crédit, et si j'avais fait du levier dans les années 2000 quand l'immobilier valait rien, je me dis, mais au lieu d'avoir ce que j'ai là, peut-être j'aurais eu 10 fois plus. Et je pense que c'est le contraire. Parce que le temps que tu gagnes en faisant du levier, quand tu fais pas du levier et que tu prends ton temps, en fait, tu prends beaucoup plus de risques. Par exemple, moi, j'aurais jamais pris autant de risques dans mon boulot. Je parle de risque, c'est quasiment de l'entrepreneuriat, hein, d'être trader à la Société Générale à l'époque, tu as ton desk, tu as un budget. J'ai pris des risques incroyables. Pas des risques de marché, hein, des risques de carrière incroyables. Pourquoi? Parce que je me dis, mais si demain je me fais virer, je vais dormir chez papa-maman, j'ai pas un crédit à payer. Et ça me donnait une force incroyable sur les autres. Et donc, je me dis, ce que j'ai perdu par le levier, je l'ai gagné justement par cette liberté. Et c'est cette liberté-là qui me donne justement la convexe que me donne pas l'usure, le financement. Et donc, je me suis dit, là, c'est la même chose. Des fois, ma fille elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais, papa? Ça fait 2 ans, tu ramènes pas 1 euro à la maison. Et je dis, mais t'inquiète pas. Je lui dis, en espérance, on est milliardaire. Parce que, pourquoi? J'ai 1% de chance que ce truc marche et 99% que ça fasse 0. Et donc, en espérance, je suis milliardaire, là. Voilà, mais il y a 99% de chance que ça marche pas. Donc, mais je m'éclate, tu vois, je suis heureux. Mais après, tu vas me dire, le coût, c'est ce que dit ma femme aussi, elle dit, oui, la crèche de mon mari coûte très très cher. Ouais, c'est quasiment... La crèche de mon mari? Bah oui, c'est là où je vais pour travailler, je paye 20 000 euros par mois, alors que pour mon fils, c'est même pas... Bon, ça coûte cher en Angleterre, mais bon, voilà, c'est une crèche, ouais, mais je m'éclate. Et je me dis que l'argent, il n'est pas perdu, c'est ça. Je suis heureux tous les jours, parce que je me dis, mais où vont ces 20 000 euros? Ils vont chez des gens qui travaillent avec moi, avec qui je passe du bon moment. Et je me dis, mais c'est fou cette vie, quoi, en fait. Pourquoi, justement, au lieu d'avoir des gens qui chôment dans le monde ou en France, qu'est-ce qui fait qu'il ne va pas dans la monnaie pour que, justement, on crée ces pôles d'individus qui se rejoignent et qu'il y en ait un qui soit capable de dire, je prends la responsabilité, je prends le risque. Moi, je ne crois pas, par exemple, à des projets... Oui, mais toi, tu prends le risque parce que c'est de l'argent que tu as gagné. Mais si tu donnes 100 000 balles à un gamin de 20 ans,
il prend aucun risque puisque c'est de l'argent qu'il a pas gagné. Il dépense l'argent des autres. Ça, on sait tous faire, dépenser l'argent des autres. J'y ai pensé, je me suis dit, mais le gars qui va dépenser dans des vacances ou dans l'immobilier, c'est son problème. Mais au moins, on aura la conscience tranquille, on n'aura plus ceux qui pleurent. Ouais, c'est dégueulasse l'héritage, etc. On ne part pas tous à égalité. Bah voilà, je t'ai donné 120 000 tu les auras toujours, ceux-là. Hein? Tu les auras toujours. Attends, tu rigoles. C'est ceux qui me désespèrent le plus. C'est fou, hein. Alors que moi, je suis sur Twitter pour un peu combattre l'exacerbation des inégalités. Ceux qui me désespèrent le plus, c'est ceux qui sont pour l'égalitarisme. C'est quelque chose, pour moi, qui va contre la nature humaine. Bah, c'est nier les talents. Ouais, c'est nier les talents, nier aussi le risque. Et l'individu. Tu nies l'individu. Par exemple, moi, je vois ceux qui travaillent pour moi, et dont un qui est très très bien payé, il prend aucun risque, le gars. Ouais, il est payé, c'est moi qui porte tous les risques. Ouais. Et je me dis, bon, on ne comprend pas parce qu'il parle pas français, celui-là. Il est très smart, j'ai été le chercher quelque part. Et je me dis, ce gars, quand ça va marcher, je suis sûr, il va me faire du chantage. Il va me dire, ah là, maintenant que ça lâche de l'argent, il faut que tu me payes plus. Tu vois? Et j'ai envie de lui dire, mais mec, pendant 2-3 ans, quand toi, tu touchais ce que tu touches, et que moi, je touchais 0 et que c'était de ma poche, là, tu disais rien, alors qu'il y avait quasiment 0% de chance que ça marche. Ah ouais, mais tu sais, c'est comme l'alchimie, t'as consenti, ça marche, parce que t'as consenti une livre de chair. C'est-à-dire que ce que tu donnes aujourd'hui, eh ben, c'est ce que t'as mangé avant, et maintenant tu te coupes, tu vois, tu te pelles. Mais si tu fais pas ça quand t'es entrepreneur, et s'il y a de la ressource qui tombe, boum, tu fais ce que tu veux, eh, franchement, moi, dépenser l'argent des autres, c'est pas dur, hein. Mais après, ouais, Ça, alors il faut réfléchir à un système. Il n'y a pas cette notion de je donne quelque chose que j'ai gagné, tu vois. Alors, il y a une réciprocité de l'univers, quoi. Tu vois, alors il faut créer un système où que ça soit pas le banquier qui décide justement du projet. Parce que le banquier va décider selon une seule dimension, qui est celle justement du Sharpe ratio, c'est-à-dire au profit divisé par le risque. Mais moi, tu sais, il y a un modèle aujourd'hui que j'aime beaucoup, c'est que tu regardes avec Internet, avec le congé création entreprise, enfin, il y a plein de dispositifs, le RSA, le machin, le truc, il y a plein de dispositifs de rappel ou d'aide. Et franchement, celui qui veut lancer son idée, il en fait une version condensée qu'il peut faire tout seul. Mais juste, t'as un job, en France, c'est 35 heures par semaine. 35 heures, c'est un tiers d'une semaine. Non mais, tu vois, et si tu te mets à taffer sur ton projet de 5 heures à 11 heures du soir, les week-ends, mais je veux dire, avoir un travail, c'est juste l'aide dont tu as besoin, quoi. Moi, j'ai commencé comme ça, je travaillais la journée, j'avais trois mi-temps. J'avais mon taf à mi-temps, je m'étais mis à mi-temps, j'avais mes enfants, ma deuxième est née quand j'ai lancé ma deuxième boîte, et puis mon boulot que je lançais. Et en fait, tu vois, tu te dis, mais il n'y a pas besoin d'argent, il y a besoin de faire, tu vois. Et quand tu commences à faire, bah, les gens, ils viennent. Là, je te rejoins, mais de nos jours, malheureusement, là, ça demande énormément d'efforts. Moi aussi, j'ai consenti exactement le même effort. Ah, mais c'est la vie. Tu connais un entrepreneur qui n'a pas fait d'efforts et qui s'est pas pelé, tu vois? J'en connais aucun, mais même à l'ASG, je raconte des fois ça à des amis, et c'est même des histoires qui sont racontées sur moi et qui sont vraies. Je dormais dans les douches de l'ASG parce que je voulais que mes boss soient impressionnés par ma puissance de travail. Donc, en fait, il m'arrivait de dormir que 2 heures. Ou dans la douche. Je m'enfermais dans la douche et je dormais là-bas, je revenais. Le matin, mais c'est bizarre, t'étais le dernier, et t'es toujours là. Oh, t'inquiète. Et je travaillais comme un malade parce que j'avais besoin de prouver. Et tous ces efforts qui ont été faits, on va dire, entre 2001 et 2006-2007, mais derrière, je me suis coulé douce entre 2007 et 2016. Pourquoi? Parce que j'avais emmagasiné de l'expérience, du travail. Ouais. Et après, moi, l'image que j'avais, j'arrive pas trop à l'expliquer des fois, mais l'image que j'avais, j'ai l'impression que je suis un grimpeur. J'ai grimpé comme un malade entre 2001 et 2007. Et qu'après, j'ai laissé le vélo descendre tout seul. Mais cette phase, elle est nécessaire. Moi, je dis souvent, je suis parti de chez moi avec 1500 € et l'amour de mes parents, et c'est pas les 1500 € qui m'ont servi le plus. Mais quand t'es jeune, t'as besoin de bouffer de la falaise. Oui, mais... Tu vois, faut que ce soit dur. Sinon, tu te forges pas, quoi. On n'est pas tous égaux, parce que si tu regardes le système actuel, quand tu es né dans le 16e, ou à Neuilly, ou à Versailles... Arrête, t'es mal barré, je suis né dans le 93. C'est pour ça que t'as travaillé. Non, je suis pas mal barré, ça va confirmer ce que je vais dire. C'est pour ça que t'as dû travailler très très dur. Donc quand t'es né, t'es bien né, et que tu as une relation privilégiée avec le banquier,
En gros, tu auras plus accès à la création monétaire par le crédit pour justement développer ton affaire. Et ça, c'est pas juste. et Moi, ça, pour moi, faut couper les vannes aux jeunes. Regarde. Et l'autre chose... Quand on dit ils veulent tous un revenu universel, moi, je leur dis, je vous promets la dureté universelle. C'est-à-dire, non seulement vous aurez pas de pognon, mais en plus, on va vous... Parce que il faut... Tu vois, faut se construire, faut se forger. Et comment on forge? C'est en tapant sur une lame, tu vois. Moi, je préférais que les talents ils s'expriment, tu vois. Qu'on arrive à faire en sorte que les talents s'expriment. Oui, Moi, par exemple, la solidarité, travailler ensemble, faire des projets, mais pas de pognon. Le pognon, ça corrompt. ouais, et alors là, bon, quand tu vas chez le banquier maintenant, ce qui est horrible, c'est qu'il va privilégier, non pas le petit jeune qui en veut et qui a des idées. Quand je dis des idées, c'est pas nécessairement dans les cryptos, hein. Quelqu'un qui veut devenir plombier, quelqu'un qui veut... Faire un permaculteur. Ce qu'il veut, tu vois, le banquier va privilégier celui qui vient pour s'endetter sur 30 ans sur de l'immobilier. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a un Mais collatéral. aujourd'hui, le banquier, il va sauter, il est has-been. Quand tu regardes les moyens de se financer par Internet, quand tu veux de l'argent aujourd'hui, tu montes un Kickstarter, ce que tu veux, tu en trouves du pognon si l'idée est bonne et que tu y crois et que tu es convaincant. Mais combien ont accès justement à ces plateformes? Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, mais il y a beaucoup de choses qui émergent. Ça n'existait pas il y a 50 ans, tout ça. Mais il faut le temps que justement ces choses émergent et que les gens y aient accès. Mais quand je regarde les taux d'intérêt, par exemple, qui sont appliqués, parce qu'on m'arrête pas de me parler de DeFi, etc. Et je me suis dit, mais comment c'est possible qu'on puisse rémunérer entre 5 et même des fois ça va à 40%. Le taux journalier est de 40%. Je sais pas. Non, mais quand c'est du 40% journalier, en fait, c'est sur des bulles spéculatives où les gars font du levier et tout, mais c'est du délire. Voilà. Mais quand t'es sur du 10% par an, Et donc, sur du dollar, ça s'explique. Regarde, quand Mais c'est du court terme, en fait. Ça, j'ai eu du mal à l'expliquer aux gens, en fait. C'est que je leur ai dit, en fait, quand j'ai parlé justement de l'USDT qui était rémunéré à 5-10%, même jusqu'à beaucoup plus, j'ai donné l'exemple du Ponzi scheme qui a eu lieu au Liban, que peu de Libanais ont compris d'ailleurs quand je parlais avec eux. En gros, Salamé, qu'est-ce qu'il a dit? Il en a besoin de dollars. Bah, venez, vous nous donnez vos dollars et on va vous rémunérer à 10%. Et pour vous rassurer, la livre libanaise sera payée au dollar. Donc, vous inquiétez pas. Et en plus, vous avez le droit d'emprunter à 2-3% de la livre libanaise pour investir dans le pays. Fromage et dessert. Entrée, t'empruntes à 2, tu places à 10. Cigare avec, si tu veux, il y Problème. avait tout. Voilà. Ah, bien sûr, il est tombé, ce système-là. Bah, oui, c'est Et sûr. on voit ce qui se passe. Mais qui comprend? Le gars qui vient de Merrill Lynch à l'époque, dans les années 90, début des années 90, il est toujours là. Donc, en gros, les gens, ils comprennent pas justement ces mécanismes de Ponzi, etc. Et moi, ce que je leur dis, faites gaffe. Si vous allez en DeFi et que vous êtes rémunéré à 5, à 10, à 15%, ça veut dire deux choses. Soit que la croissance sur ces plateformes est démentielle, mais il y a toujours un risque attaché. Bien sûr. Et si le risque n'existe pas, c'est que vous êtes en train de faire un arbitrage de malade. Allez-y, vendez votre maison et faites-le. Mais le monde est bien fait. En gros, ça se stabilise rapidement. Tu veux savoir d'où ils viennent, les 10%? Oui, ils font du levier. C'est ce qu'ils m'ont dit. Donc non, mais en fait, le principe... Ils font du levier pour parier, pour faire de la spéculation, du trading spéculatif sur les cryptos. Oui, mais du coup, le truc, c'est que toi, quand tu prêtes tes USD à 10%, c'est pas toi qui prends le risque parce qu'il est collatéralisé comme un chien, c'est le gars qui spécule. Et là où sur les marchés, tu as des décrochages de bougies, où entre la clôture et l'ouverture, tu te fais démonter parce que t'as pas ces décalages-là sur les marchés de crypto parce qu'ils cotent en continu et que tu as des gros volumes. Attention. Mais effectivement, le risque, c'est que l'adoption de Bitcoin, parce que c'est le gros point spéculatif, c'est Bitcoin, eh ben, elle ne se produise pas. Auquel cas, les mecs, ils vont tout couper. Et là, tu risques de te faire couper une main avec. Et l'autre risque, c'est effectivement qu'il y ait des paniques. Mais ça, c'est un risque compris. Enfin, moi, en tout cas, je l'explique dans ma lettre d'investissement. Je dis aux gens, vous pouvez mettre là à 10%, mais mettez-en là, et puis à gauche, à droite, à machin, parce que il y a un risque associé. Mais après, le gros du risque, il est assumé par le spéculateur qui va se faire ratisser sur appel de marge. Alors, attention à un truc, parce que ça, c'est le plus gros risque que nous, on avait dans les salles de marché, ça s'appelle le risque de jump. Nous, toujours, quand on regardait nos analyses de risque, on regardait le jump down et le jump up. Tu clôt à 10 et le matin, ça ouvre à 5. Voilà. Alors, comme tu as dit, pourquoi on appelle ça risque de jump? Parce que, comme tu l'as dit, parce que les cotations, il y a un open, il y a un close. Okay, il y a une auction à la fin. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça risque de jump. Mais il existe aussi sur les cryptos, même si c'est coté en continu.
Quand tu regardes ce qui s'est passé quand on a décroché de 42 000 à 29 000 sur les cryptos, Sur on a Bitcoin. vu. Pourquoi il y a eu un jump? Parce que quand tu dis non, mais c'est facile, c'est celui qui spécule qui prend le risque. Parce S'il n'y a pas assez de liquidité, Ouais, mais il est collatéralisé comme un cochon, quoi. Donc, oui, mais c'est voilà. pas grave. Mais Et oui. imagine s'il n'y a pas de liquidité. Ouais. Là, on a rebondi parce qu'on vit dans un monde d'exubérance où les dollars, il y en a, en veux-tu, en voilà. Mais c'est ça le problème, c'est que si un jour, on risque de vivre 1789, c'est quasiment ça, mais côté finance, donc 1987. On risque de le vivre 1987 x 10 un jour, c'est-à-dire un décrochage massif Bien sûr. où tous ces gens qui ont fait ces 5% par-ci, par-là, etc., qui ont réinvesti, se sont dit, mais attends, non, c'est une martingale, je fais que de m'enrichir. Pourquoi acheter ou faire? Je vais continuer justement à grossir, parce qu'en général, le ventre humain ne s'arrête jamais, on a toujours faim. Ouais. Et le jour où ça décroche, c'est-à-dire que tout le monde va perdre. C'est pour ça que ce qu'on dit, c'est qu'il faut en mettre qu'une partie, que tu es prêt à perdre, etc., etc. Et le sous-jacent de ça, c'est l'adoption de Bitcoin. Ou en sortir complètement, voilà. Mais il y a un risque. Hein. Mais bien sûr qu'il y a un risque. Évidemment, il n'y a jamais de repas gratuits, surtout sur les marchés, qui sont, je trouve, très efficients. Pour arbitrer les risques, les marchés, c'est quand même... Enfin, il n'y a pas d'argent facile si t'es pas corrompu avec un politicien ou si t'es pas backé par la Fed. Ou, voilà. Ça, c'est le plus facile. Mais quand il y a un marché qui naît comme celui des Bitcoin, qui est en pleine croissance, là, il y a quand même quelques arbitrages qui sont un peu plus faciles. Moi, je le vois. Hein. Les arbitrages de place, ça fait 20 ans que ça n'existe pas dans la finance traditionnelle. Oui, il y a encore ça parce que c'est jeune. Il y a 3-4 ans, ça existait encore. Même sur les stablecoins, il y en a qui revendent des stablecoins en dollars, ils le revendent à 0,1, ils le rachètent à 0,98, ce qui n'existe plus du tout sur le Forex. Et comme j'adore suivre les cours, moi je regarde tout le temps, j'ai 0 Bitcoin, je regarde tous les jours, quoi. Et quand je vois comment ça respecte les tunnels, j'ai l'impression qu'on est dans la finance dans les années 90, au milieu, quoi, la finance traditionnelle. Et donc, il faut juste faire attention, c'est tout. Et c'est ça qui est un peu dangereux, c'est que j'ai l'impression que les gens sont assez novices et ne sont pas assez avertis sur les risques. Et ce qu'ont les banques par rapport aux novices sur le Bitcoin, c'est que eux, par exemple, moi, quand je regardais mes analyses de risque, c'est marrant, hein, une, elle s'appelait Octobre 87, LTCM, tu vois, elles avaient des noms, tu vois. Elles avaient des noms, 11 septembre. Et je vois une qui s'appelle Decade Down, qui est créée par un cerveau humain, mais celles qui étaient plus probables, c'était celles qui sont réellement passées. Et je devais pas, par exemple, on me demande de faire 20 millions dans l'année, 18 millions, bah, au cas où il y a un 11 septembre, je pouvais pas perdre plus de 5 millions. Donc on répliquait ce qui s'était passé le 11 septembre, et donc il y a un peu un apprentissage du risque qui existe petit à petit et qui n'existe pas avec justement tous ces novices qui vont dans le trading et qui trouvent ça fabuleux et hyper facile. Faites attention, c'est tout. Et alors du coup, sur l'entrepreneuriat, est-ce que tu conseilles, toi, moi il y a un grand thème, c'est de dire aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux être salarié ou entrepreneur? Je suis persuadé qu'en période de crise, il vaut mieux être entrepreneur parce que c'est là où globalement tu as une chance de choper le vent et d'être dans le bon sens. Parce que les crises remettent en cause les structures, alors que le salarié, s'il perd son taf, il passe de 1 à 0. Moi, j'adore ce que tu as dit, hein, parce que quand j'étais trader en 2006, c'est un coup de chance. L'ASG était à 2006, ouais, c'est 2006. L'ASG était à 180 €. Et moi, depuis 2001, on pouvait mettre autant qu'on voulait dans un truc qui s'appelle le fonds. Donc, j'avais commencé avec l'ASG qui valait 30 €, 40 €, 50 €. Et en fait, on avait une énorme décote, plus un abonnement de la banque. Je me suis retrouvé avec un pactole et l'ASG valait 180 €. Je me dis, il faut que je sorte. Donc, je regarde. T'as eu le stress. Ouais, il faut que je sorte. J'étais comme un fou. Et je regardais les clauses. Il fallait que j'ai 3 enfants. Donc, je me suis dit, à moins que je fasse des triplés. Faut que je fasse un gosse. Trois. Donc celui-là, je l'ai vu. Il faut se marier. J'étais déjà marié depuis très longtemps. Donc depuis 7 ans. Donc je me suis dit, mais comment je vais faire pour m'en sortir, etc. Il y a le déménagement peut-être? Non, il y avait une clause. C'était créer sa boîte. Voilà. Et donc moi, je me suis dit, je vais créer ma boîte. Mais j'aurais pas le temps de m'en occuper parce que j'étais trader. Mais je vais la créer. Avec un ami, il va la gérer lui. Moi, je vais l'aider le week-end, en dehors de mes horaires de travail. Et comme ça, je pourrais sortir mon argent. Et moi, ce que je vais faire, d'une pierre deux coups, je vais l'aider à créer sa boîte. Et je vais juste retirer ma mise. Et comme ça, j'aurais fait bingo, quoi. Vendu l'ASG à 180. Et je l'ai fait. Et j'ai adoré l'entrepreneuriat. Je faisais ça que le week-end. Et j'ai adoré. Donc oui, c'est un peu chiant pour la vie familiale.
Il y a beaucoup d'entrepreneurs divorcés. Hein. Ça, c'est ouais, ma femme gueulait un peu parce que c'est vrai que. Mais j'ai essayé de le faire la nuit. Voilà, donc moi j'ai pas besoin de dormir très longtemps. Ceux qui me suivent sur Twitter doivent le voir. Je dors 4-5 heures par jour. Et donc je travaillais et j'adorais ça. Pourquoi ? Parce que ça m'a donné confiance. Et ça m'a rendu beaucoup plus fort au travail. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir une vision entrepreneuriale de mon rôle au sein de la banque. Et c'est très rapidement aussi, 2016, c'est là où j'ai commencé à vouloir gérer mon portefeuille, mon desk, comme si c'était une entreprise. Et j'ai compris plein de dimensions. Je me dis, c'est vraiment dommage. En fait, je pense pas que le monde du travail veut que tu sois dans cette dynamique-là. C'est-à-dire qu'il veut que tu sois taylorisé, que tu te concentres sur ta tâche. Pourquoi ? Ça fait en sorte que le pouvoir est un peu distribué et que toi, en fait, tu vas être un bon serviteur. Et au contraire, et quand ça m'a donné confiance, moi, de travailler à côté, c'est ce que tu proposes et je propose la même chose aux gens. Travaille et le soir ou le week-end, crée ta boîte. Avance. Ça va te donner confiance, tu vas être meilleur dans ton boulot et peut-être qu'un jour, tu vas pouvoir t'envoler. Et donc, moi, ça m'a vachement aidé. Et je suis devenu meilleur dans mon boulot. Ça m'a fait gagner de l'argent à côté. Et à la fin, j'en ai créé plein. J'ai répliqué ce modèle mais toujours avec des proches. Donc, eux gagnaient, moi je gagnais. Et à un moment, comme je gagnais tellement dans mon boulot à moi, j'ai dit, vas-y, prends la boîte. C'est bon. Il y en a trop, là. Donc, je lui ai dit, voilà. Et c'est ce que je propose aux gens, c'est justement ce que tu as dit. Bah, merci beaucoup, Anis. Merci à bien toi. Sympa. Merci. Et à une prochaine. Merci, Richard. Merci pour ton invite. Au revoir. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette interview. Puisque vous avez aimé, pensez à vous abonner à la chaîne Grand Angle Entrepreneur en appuyant bien sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Merci aussi de partager avec votre entourage, ça nous aide beaucoup à faire connaître la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.